Bonsoir à tous. Je suis désolée, je n'ai pas de bonne voix. J'ai démarré l'année avec l'extinction de voix totale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je suis contente d'être avec vous. Avec une pensée pour démarrer de l'absence d'Augustin Maire qui, au départ, avait été envisagé pour être avec nous. Et vous allez voir qu'on va beaucoup évoquer ces visions, notamment la méthodologie. Alors, peut-être juste dire quelques mots de qui je suis, parce que c'est vrai que je ne connais pas les uns les autres et réciproquement. Peut-être parce que c'est vrai que je ne suis pas du monde académique comme la plupart d'entre vous. C'est un peu comme Hervé, on est des journalistes à l'un et l'autre d'ailleurs. Moi, je suis biologiste de formation et c'est vrai que cette approche de biologie des années 80, parce que j'ai fait des études à ce moment-là, de fin des années 70, fait que j'ai du mal avec le terme nature, parce que je ne suis pas naturaliste, et que j'ai plutôt tendance à prendre le sujet sous le terme de vivant. Ça amène un certain nombre de choses, et je dirais, je persiste et signe. On va voir un peu pourquoi. Dans mon parcours, j'ai très vite, enfin au bout d'une vingtaine, 25 ans, j'ai voulu prendre à bras-le-corps la question des contradictions, du conflit dans les choix technologiques, les OGM, le nucléaire, la chimie, et j'ai créé Vivagora en 2003. L'Agora du vivant, donc vous voyez, le sujet était déjà bien au cœur de ce que je vais essayer de développer, mettre en débat les choix scientifiques et techniques au regard du vivant, sans doute dans une idée de biocompatibilité, j'y reviendrai, mettre en culture l'innovation. Et donc aujourd'hui, après la fin de Vivagora qui a eu lieu en 2013, je suis repartie avec une autre structure qui s'appelle Tech for Life, qui développe les concertations pour accélérer les transitions socio-techniques, alors qu'on voit que, de manière assez forte, pousse l'idée d'une transformation radicale de nos modes de production et de nos modes de vie, où, sans dire radical, Emmanuel Macron répète qu'il faut une transformation de nos modes de production. Car, en fait, il nous faut négocier les nouveaux caps qui sont en train d'émerger. Un point important, j'ai beaucoup eu l'occasion dans ma formation de faire attention aux disciplines intégrées de la biologie, c'est-à-dire la physiologie, l'endocrinologie, l'embryologie. À un moment où on avait les derniers démoniquants dans ces domaines-là, Michel Jouvet, Nicole Douarin, et c'est important parce que c'était un moment où on allait vers le tout moléculaire. Et c'était l'idée, une pensée pour moi que l'intégrité vient par le milieu, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'actualisation qui se fait par les messages, organisation spatiale par la gravité pour l'embryologie, actualisation par les hormones pour l'endocrinologie. C'est extrêmement important du point de vue des repères. J'insiste aussi sur la manière de penser, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui développe une pensée en dehors des pratiques. Je prends les choses de manière globale pour relier, rapprocher et cultiver. Je veux penser avec les réalités, une pensée située, une pensée qui, d'une certaine manière, engage à partir du moment où elle est sensible, où elle est connectée à ce qui arrive. Et pour terminer, donc, ce qui m'amène à vous parler avec un tout petit peu de légitimité peut-être, c'est ce livre que j'ai publié en septembre, qui s'appelle L'urgence du vivant vers une nouvelle économie, parce que si l'on prend au sérieux la compréhension fine de ce qu'est le monde vivant, nous pouvons repenser notre mode industriel, notre vision du progrès, avec un autre imaginaire. Et c'est l'ambition de ce livre, de penser un autre droit, une autre définition juridique des organismes vivants, une autre comptabilité, un autre statut des entreprises. Alors,
ce qui me semble essentiel ce soir, c'est de voir comment nos représentations du monde vivant vont avoir une incidence sur notre manière de construire nos techniques, nos marchés, notre économie. On a la notion de rapport à sujet-objet, la question de le vivant vu comme ressource, le vivant réduit à un code, le vivant pris pour ses performances hors sol, et tout ça est un peu problématique. On se trouve aujourd'hui à un moment où on est confronté à des limites, à des problèmes d'équilibre, donc de déséquilibre, et à vraie difficulté quant à la régénération des écosystèmes. Le sujet clé va donc être le sujet de l'habitabilité de la Terre, et c'est pour ça qu'on est quand même à un moment très étrange, parce que vous vous souvenez de la parution du livre de Jean-Pierre Changeux, qui a mis, je dirais, l'accent sur le moment du vivant, hein, c'est vraiment dans les années 80, le moment du vivant, c'est le terme de Frédéric Worms, qui considère que nous sommes en plein dans cette époque-là, après d'autres périodes qui ont été centrées sur les structures, sur l'existence, etc. Et dans les années 2000, on a vu fleurir des tas de livres sur le vivant, l'impératif du vivant de Thierry Baudin, Répondre du vivant de Roland Scher, La vie vivante de Jean-Claude Guilbault. Il y a vraiment quelque chose qui foisonne, parce que, comme si on n'arrivait pas à, évidemment, comprendre le vivant, on sait bien que c'est compliqué, que la vie n'est pas appréhendable d'une manière univoque, mais le point, c'est que sans doute que tous ces auteurs sentent l'importance de l'enjeu social et politique de la chose. Pour, je dirais, juste faire ce parcours rapide avec vous, moi, ce qui me semble important avec le vivant, c'est la question de définir du dedans, du dehors. Le vivant, c'est pas un code, c'est pas une information, c'est avant tout quelque chose qui procède dans la définition d'un dehors et d'un extérieur, et qui se structure en système ouvert néanmoins, c'est-à-dire qu'il y a une porosité. Et tout va se jouer dans cette porosité de ce qui est tolérant, de ce qui peut être toléré. Ce système ouvert, il se tient dans une lutte contre l'entropie. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les questions énergétiques, entropie, négantropie, Thierry Salomon en parlera sans doute mieux que moi. J'en viens au point central qui permet peut-être d'installer notre discussion, c'est la question du vivant comme relation. Parce que quand on a du dedans, du dehors, on va avoir des ponts, des ports, des passages. Et le point capital, c'est donc que, étant en relation, le vivant étant en relation, le point majeur va être comment est-ce qu'il s'informe, comment il se forme, comment il se structure par le milieu. Et c'est bien à cet endroit-là, du côté des capteurs, qui sont le propre de chaque organisme vivant, qui est des capteurs qui sont définis justement par une génétique, par une sorte de nature de l'organisme vivant, et que ces capteurs vont donner à l'organisme vivant son rapport au monde. Et donc, le milieu, c'est-à-dire la compréhension de ce qui se passe comme dialogue entre le dedans et le dehors, c'est le cœur de ce qui a été développé avec la mésologie qui est apparue avant le terme d'écologie, apparue dans les années 1840 avec Charles Robin en France, et qui n'a pas vraiment eu son développement. On pourrait se dire que le terme a été comme court-circuité par le terme d'écologie qui est arrivé, lancé par Haeckel en 1866, peu de temps après, parce que l'écologie a restreint son champ aux interactions de l'homme avec son seul milieu. Alors, je passe rapidement, j'ai évoqué Augustin Berck, mais ce que l'on peut dire de la mésologie, c'est que entre l'être
vivant et son milieu, il y a un couplage dynamique faisant de chacun des deux termes, chacun des termes est fonction de l'autre. Chaque être donne un sens, il est un interprète de manière personnelle, de manière spécifique, interprète de son milieu, il reçoit de son habitat de quoi exister. Hein, il se forge en tant que potentiel, et comme interprète, il est un sujet. Alors là, on tombe sur quelque chose qui va venir dans nos discussions, parce que du point de vue du droit, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas du tout installé et qui fait aussi peut-être problème. Ce dialogue avec le milieu produit un accord, une adéquation, une sorte de co-construction, par en fait une sorte de concernement. Tout être vivant est concerné par son milieu, parce que s'il se coupe de son milieu, il meurt. Et il y a 4 modes complémentaires de dialogue: l'essence, l'action, la parole, la pensée. Alors évidemment, tout dépend de la caractère plus ou moins développé de l'organisme vivant, mais on a tout ce panel d'interactions. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est structurel, c'est-à-dire que vous voyez que dans un organisme vivant de type vertébré, si on prend l'homme, le cerveau est une éponge et il inscrit en lui-même, par ses expériences, la trace du monde en lui-même. De même que le système immunitaire est une trace du monde en lui-même et qui permet, c'est bien utile, de se rappeler qu'on a été infecté et qu'on n'a plus envie de ce microbe-là. Je passe rapidement sur les 2 fondateurs de la mésologie, Van Exkull et donc deux fondateurs occidentaux, Jacob Van Exkull et puis au Japon Watsuji, donc je ne m'attarde pas. Et j'en viens à la question très importante des conséquences de cette vision. C'est-à-dire que elle n'est pas, la mésologie n'est pas substantialiste comme le dualisme moderne. Elle n'est pas pour autant relativiste, au sens où elle ne dit pas que tout dépend du milieu, tout dépend du point de vue du sujet concerné. Il n'y a pas d'absolutisation de la subjectivité. Très important, elle se situe donc dans un espèce d'entre-deux, ni naturaliste, ni relativiste. Et entre ces 2 espaces-là, il y a quelque chose qui peut émerger, qui, pour moi, est important, qui se cherche aujourd'hui dans l'explicitation, dans une notion qui a été développée par Jeanne Lecomte et François Sarrazin, qui sont des biologistes, qui est non pas d'être biocentré, non pas d'être anthropocentré, mais d'être évocentré, c'est-à-dire de donner l'importance à la dynamique. Ici, on peut faire une petite parenthèse et se dire, bon, ok, on va parler du vivant, la nature, comment elle arrive dans cet espace-là. Pourquoi j'entre par la question du vivant? C'est que la nature est très marquée par la modernité, même si elle a évidemment son origine, la physis, etc. Elle est très connotée par la question de la séparation entre les sujets et les objets. Et Baptiste Morisot, qui est un philosophe qui travaille avec un certain nombre de biologistes, considère qu'il faut éviter ce terme. J'en ai reparlé récemment avec Catherine Larère. C'est quelque chose qui est très compliqué pour tous ceux qui ont travaillé sur le rapport nature-culture. Comment sortir du côté surplombant du terme de la nature, qui est toujours perçu, et les gens qui sont dans la psychologie le savent très bien, c'est hors de nous. Le vivant, c'est nous-mêmes, ça nous concerne. Donc il y a peut-être quelque chose à dire là-dessus. Deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'avec le mot nature, on connecte directement avec la notion d'émergence, de génération, d'enfantement, de rapport au féminin, de la question du féminin,
de la question de l'origine, et le tableau de Courbet, l'origine du monde. Et là, il y a des peurs. Et c'est pas pour rien que émergent là les gens, enfin tout ce mouvement des écoféministes qui considèrent que comme la nature a été traitée, les femmes ont été traitées. Donc il y a quand même là quelque chose qu'il va falloir aller visiter peut-être un peu plus avant ce soir. Un des points qui permet de développer à partir de résonance, à partir de la mésologie, c'est la notion de résonance. C'est la notion que, à partir du moment où on est dans le monde vivant, on a des éléments de résonance, c'est-à-dire que le monde vient à nous. Le monde vient à nous, ça veut dire qu'il y a une insertion, les êtres vivants me parlent, m'enseignent, me situent, me font exister. Et donc, tout l'univers aussi parle, hein, pour paraphraser Novalis, on a là quelque chose qui vient à nous, et Arthur Rosa a énormément développé cette dimension-là, dans ce qui peut être une ouverture très importante aujourd'hui. Les interdépendances sont la caractéristique de tout ce monde vivant. J'insiste sur la dimension de l'autre en soi, les microbes. Vous savez que Carosella a publié avec Thomas Pradeux un livre formidable qui s'appelle L'identité, la part de l'autre en soi. L'étranger siège en nous-mêmes. Ça me semble extrêmement important comme dimension. Tout ça arrive vers une conception nouvelle de la place de l'homme, de son rôle dans le monde vivant. Et comme l'a développé Roland Scher, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure avec son livre Répondre du vivant, la spécificité de l'homme dans ce monde vivant, c'est qu'il a cette conscience d'habiter cette terre. Et Roland Scher a développé l'idée de cette responsabilité du vivant, c'est-à-dire de prendre soin de ce qui est animé comme nous le sommes. Et là, on touche peut-être la notion de commune naturalité que Alain, vous évoquiez en préparant cette réunion. Je vais très vite pour terminer. La conséquence de ces nouvelles représentations dans l'espace politique. On y reviendra dans la discussion, mais c'est qu'il y a une confrontation extrêmement dure entre ce que pose le monde vivant et ce qu'est l'industrie, ou l'industrie avec le marché, ce que Jean-Paul Carsanti appelle le technomarché. On a, avec l'industrialisation, fragmentation des espaces. On a une lutte contre l'évolution, c'est-à-dire l'idée de figer le temps. On a un brouillage moléculaire, avec notamment dans la chimie les perturbateurs endocriniens. Il y a une confrontation extrêmement dure qui est en train de se jouer, avec, peut-être pour résumer, un point qui est un point d'arrivée de la réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut reconsidérer les objets, les êtres, les organismes vivants dans leur rapport à ce que fait l'industrie. Le monde industriel est aveugle à ses impacts, c'est le rapport Nota-Sellar qui l'écrit. Comment ne plus être aveugle aux impacts? Eh bien, la comptabilité est en train de se poser la question de la valeur. Comment réintégrer dans la comptabilité des entreprises la considération des besoins et des usages de la nature, qui est extrêmement importante, et comment restituer quelque chose, notamment permettre la régénération, assurer la régénération. Ça n'est pas forcément don contre don, c'est maintenir. Je crois que je peux pratiquement terminer avec cette idée-là, parce que j'ai pris beaucoup de temps, et je vous remercie. Merci Dorothée.